C'est parti, donc moi c'est Jérémy, pour le coup je fais partie de la société The Coding Machine à Lyon, depuis 4 ans et des patates. Et je suis là pour vous parler d'un boilerplate et vous le faire découvrir, peut-être potentiellement vous donner envie de l'utiliser. Donc c'est un boilerplate React Native qui est léger, simple et évolutif. Avant de commencer à vous louer toutes ces fonctionnalités, un petit historique de ce qui s'est passé. En fait, ce boilerplate, il est né sur la base de notre activité à TCM il y a quelques années. Donc on avait pas mal de clients mobiles, et puis dès qu'on startait un nouveau projet, toujours la même question se pose, est-ce qu'on reprend l'ancien projet, puisque ça s'était très bien passé. Et donc dans notre tête, déjà il faut savoir aussi qu'à TCM on adore l'open source. Donc ça a fait ding, et on s'est dit le 18 octobre 2018, on ouvre un repo GitHub et on propose une archi. Et voilà comment c'est né. Et puis au fur et à mesure des années, il a évolué avec nos connaissances, avec les mises à jour de React Native. Et aujourd'hui, on a une très belle communauté et on vient de passer en version 3. Et la version 3, elle se vaut encore plus simple, encore plus facile pour les développeurs et surtout beaucoup plus évolutive. Déjà, quand on a commencé à créer cette archi, on l'a construite autour de bases assez solides. Donc on avait plusieurs paquets. Je vais en citer quelques-uns. Il y avait déjà une archi Redux. Voilà, c'était ce qui se faisait à l'époque. On disait Redux, c'est super. Il faut partir là-dessus. On a testé, ça a super bien marché. Notre archi a été composée de 3 paquets qui composaient cet écosystème Redux. Il y avait ReduxOS qui était là pour simplifier l'écriture des actions. On avait en middleware un Redux Saga pour gérer la synchrone. Et puis bien sûr Redux pour gérer notre state global. Ensuite, pour tout ce qui était navigation, on est parti sur React Navigation, qui nous paraissait être la plus robuste, et aujourd'hui on le voit, c'est le cas. Donc ça c'était des bases solides, et puis on a pris du recul, on a grandi, et on a décidé, et surtout grâce aux mises à jour de React, il y a eu les hooks qui sont arrivés, ça a fait bouger un petit peu les choses. Et puis Redux a sorti on pourrait appeler ça sa nouvelle API, qui est Redux Toolkit, qui elle aussi se vaut plus simple, plus évolutive et plus facile pour les devs pour qu'ils puissent se concentrer sur la partie métier et pas la partie répétitive. Donc on a décidé d'alléger un peu notre sac à dos, d'enlever les paquets qui sont finalement pas très utiles. Donc on gagne en simplicité, en légèreté, et on a décidé donc de passer de Redux à Redux Toolkit. On a conservé React Navigation pour la navigation, puisque c'est celle qui fait le plus de mises à jour, qui est le plus solide, qui a beaucoup de points très positifs. Ensuite, on a décidé un petit peu de se doper, parce que c'est quelque chose qu'on a eu besoin très régulièrement, c'est de l'internationalisation. Donc on a rajouté i18 Next, et puis on s'est un peu mieux armé, on a surtout mieux armé le développeur qui va utiliser ce boilerplate. À savoir qu'on a rajouté toute la configuration Flipper. Flipper, c'est un debugger React Native qui est conseillé par la team React Native. Et on s'est appuyé sur le package registry qui est NPM pour faciliter l'installation. Et justement, c'était un point qui pour nous était important quand on a sorti cette V3. On voulait que ce soit simple à installer. Avant cette V3, on devait cloner, on devait rm le point git, on devait faire passer un script pour renommer le projet. C'était assez dense, on avait pas mal d'issues à ce niveau-là. Et on s'est dit, quoi de mieux, on a un peu fouiné dans le CLI de React Native, et il y a une commande init qui permet tout simplement de préciser un template. Donc on se base sur ce qu'il y a de plus solide, le CLI de React Native. Donc ce boilerplate, en fait, c'est pas une archi, un repo comme ça, c'est un template du CLI de React Native. Ensuite, je vous en ai parlé juste avant aussi, Flipper. Donc Flipper, on l'utilise pour débugger. Donc on peut débugger au console log sur React Native, ça marche, mais il faut aller fouiner dans le terminal, pardon. Ou alors il faut ouvrir son onglet Chrome qui fait planter la moitié du PC. Rien ne vaut un bon débugger. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a paramétré à 80%, dans le sens où tout le monde pourra ajouter un pourcentage après. Ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a branché tout l'écosystème Redux. Donc là, c'est un screen, c'est peut-être un peu petit pour ceux qui sont au fond, mais vous avez toutes les actions qui sont listées ici avec l'instant T. Et vous avez plus sur la partie droite là-bas,
l'état qui change en fait. Donc par exemple en jaune vous avez une mutation, en rouge il y a des clés qui se sont enlevées. Donc entre chaque action vous pouvez inspecter votre état. Donc ça c'est la partie Redux. On peut aller un peu plus loin avec Flipper, c'est-à-dire qu'on peut venir inspecter le layout. Alors on est sur les composants natifs évidemment, mais après quelques minutes on comprend très bien comment ça fonctionne. On est capable de récupérer nos props de nos composants assez aisément. Et ensuite, autre particularité, c'est le network, un peu comme en web. On aime bien cet onglet généralement pour inspecter les requêtes qui sortent et qui rentrent, enfin surtout les réponses. Vous avez les codes d'erreur, vous avez tout, vous avez le payload qui est envoyé et le retour. Donc ça permet déjà d'accroître l'expérience développeur. Ensuite, i18 Next. Alors pourquoi on a rajouté ça? Donc je vous l'ai dit déjà, c'est parce que c'est sur notre besoin, hein, ça reste de l'open source, mais on l'a fait à la base pour nos besoins. Il y a plusieurs choses, même si on ne traduit pas une app, ce qui est bien, la bonne pratique, c'est de variabiliser un petit peu le contenu textuel de vos applications, pas en avoir de partout, donc souvent on va venir faire des fichiers, etc. Là l'avantage, c'est que même si on fait une application en français seulement, on va pouvoir isoler notre contenu textuel, on va pouvoir gérer les phrases au pluriel avec une notion d'intervalle. Donc il y a aussi du namespace qui est intéressant dans i18 Next, donc on peut découper nos fichiers de traduction en plusieurs fichiers tout simplement, donc du common, la page dashboard, etc. Du fallback, c'est au cas où on ne trouve pas une clé, on va sur une autre. Du nesting, c'est dans une clé de traduction, on peut utiliser une autre clé de traduction. Voilà, ça c'est quelques-unes des features de i18 Next qui est directement donc implémentée dans ce boilerplate. Et ensuite on a le nouveau bijou donc de Redux, c'est RTK Query. RTK Query, c'est un outil de data fetching en fait. Donc il en existe d'autres, on a du React Query, on a du SWR pour ceux qui connaissent. C'est le même principe, sauf que là on est sur l'écosystème Redux. À savoir que RTK Query, c'est l'outil un peu parfait et adapté pour les call API. Déjà, son API à elle nous fournit une fonction qui s'appelle Create API, c'est très transparent. Ce Create API, il attend un client HTTP pour faire ses requêtes et puis une liste de endpoints. De cette liste de endpoints, il va en générer des hooks. Donc ces hooks sont totalement générés en fonction du nom de la query ou de la mutation. Et sur ces hooks, on a un cycle de vie des requêtes qui est généré également, c'est-à-dire que sur une fonction fetchUser, on va pouvoir récupérer si cette requête est en état de chargement, s'il y a eu des erreurs, lesquelles sont-elles, s'il y a des datas en retour, pourquoi pas des fonctions pour relancer les requêtes, etc. Donc en fait, le but là de RTK Query, ça a été de simplifier l'écriture de Redux. Pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, il y avait un super talk à Bedrock sur une migration de Redux vers RTK seulement, donc Redux Toolkit. On a bien vu la simplicité, et là ça rajoute encore une part de simplicité puisqu'on se focalise vraiment sur le métier qu'on doit implémenter. Tout ce qui est gestion de la synchrone, tout ça, c'est RTK qui gère. Donc une fois qu'on avait mis ça en place, on s'est dit, bon mission accomplie, cette V3 elle est facile à installer, prête à débugger, on a de l'internationalisation, on a du data fetching qui est simple, robuste, moderne, donc niveau simplicité, légèreté, évolutivité, on est ok. Sauf que notre boilerplate aujourd'hui, il a plus de 3000 stars, donc il y a des gens qui se manifestent et qui disent, ouais, moi j'aimerais bien un support TypeScript. Et donc on a rajouté deux fonctionnalités, le support TypeScript, et la gestion de plugins. Je vous en parlerai techniquement tout à l'heure, mais en gros, un développeur qui veut utiliser notre boilerplate, il va rentrer la première commande qu'on a vue, et on va lui demander, tu préfères JavaScript ou le TypeScript? Auquel cas, il choisit le TypeScript. Tout le boilerplate va se réadapter en TypeScript, donc ça va ajouter du typage, ça va renommer les fichiers JS en TS, JSX en TSX. Donc voilà, je vous détaillerai la partie plugin un petit peu après. Et justement, on va parler un petit peu plus technique maintenant. On va regarder au niveau de l'architecture ce qu'on a mis en place. Donc déjà, au niveau arborescence, on a décidé d'utiliser des conventions React.
avoir des components, des containers, hooks, du store, des translations. On comprend assez aisément ce qu'on va trouver là-dedans, mais je vais quand même vous le détailler un tout petit peu. Donc le dossier assets, ça comprend tout ce qui est images, fonte, vidéo. Donc là on est sur du contenu média. Au niveau component, alors on n'a aucune architecture à l'intérieur. Moi je vous conseille l'Atomic Design qui fonctionne très bien. Encore une fois, c'est pour pas que le développeur se dise ah moi j'aime pas ça, finalement le boilerplate me plaît pas parce que je peux pas adapter ce que je veux. Donc on a voulu faire simple, mais je vous propose une archi. Donc Atom, c'est un dossier qui va contenir tous vos composants qui sont assez génériques, par exemple un bouton. Molécule, niveau chimie on comprend bien, c'est plusieurs atomes, donc c'est tout simplement un composant qui va utiliser lui-même des atomes. Organisme, c'est le cran au-dessus, c'est-à-dire qu'un organisme peut contenir des atomes et ou des molécules, voire même et ou des organismes lui-même. Et ensuite on sort un petit peu dans cette nomenclature-là, on a le template qui est plus qui sort du cadre de la chimie pour éviter que ce soit trop compliqué tout simplement. Et donc là on est sur des templates de vue, donc on est vraiment sur de la structuration de page. Ensuite on a un petit dossier config avec un index.js tout simplement, qui va nous permettre de gérer nos variables de type URL d'API. Les containers, c'est les vues que on va retrouver dans le boilerplate. Donc si on start le boilerplate depuis le début, on a deux containers qui sont créés, le startup container et l'example container. Le startup container, je vous ai mis le code, c'est pas très intéressant, mais ça simule tout simplement un splash screen et ça nous permet de gérer, par exemple ici, on vient set par défaut un thème. Je vous parlerai du thème juste après. Donc là on décide de mettre le thème par défaut et le dark mode on laisse le device décider de si on l'active ou pas. L'example container, je vous ai pas mis le code pour l'instant, ça ressemble à ça, c'est au plus simple, c'est juste pour montrer à l'utilisateur, parce qu'il peut être débutant comme confirmé, comment on utilise, comment on importe, comment on utilise. Donc là on a un premier composant qui permet d'afficher une image, on a un texte en dessous qui est dynamique en fonction du contenu de l'input quand on rentre. Juste en dessous, l'input il est relié à un call API qui vient d'une API complètement publique. Et puis on a 3 boutons qui permettent de changer le thème. Ensuite, niveau navigateur, donc là c'est au bon vouloir du développeur. Nous on en a mis un exemple qui est très simple, mais en tout cas on se base sur tout ce qui est recommandé par React Navigation. Ensuite la partie service, c'est la partie RTK et RTK Query. Donc ligne 14, alors je vais mettre ça pour que tout le monde voit, parce qu'à mon avis le ligne 14 pour ceux du fond on voit pas. Donc là juste ici c'est ce que je vous disais, c'est la fameuse API Create API qui prend en premier paramètre base query et puis une liste de endpoints. Donc base query, donc c'est le client HTTP, on peut utiliser ce qu'on veut, Axios, Fetch. RTK propose le leur qui est plus facilement configurable qu'un Fetch et beaucoup plus léger qu'un Axios. Et puis on vous a mis un exemple d'intercepteur, donc on a un peu pimpé ce client HTTP pour pouvoir gérer par exemple les erreurs 401. Et puis une liste de endpoints ici vide, parce qu'on a décidé de faire une archi modulaire sur ce dossier là, c'est-à-dire qu'on a chaque module ici, donc on en a qu'un, user, et chaque module va venir injecter ses propres endpoints. Donc ça permet de découper et de ne pas avoir une énorme liste ici. Voilà, ça s'arrêtera là. Donc par exemple, je passe sur le module user. Donc ici on vient réimporter l'API qu'on vient juste de créer dans api.js et on dit cette API je viens lui injecter des endpoints. Et ensuite on a une liste de endpoints ici, importer par exemple ici on a le fetch one, je vous montrerai juste après. Le nom est important ici, puisque c'est lui qui va permettre de générer les hooks qu'on voit à la ligne 11 ici. Donc on a ce user API, en fait on prend l'API et on vient lui injecter des endpoints, et à la sortie on a nos hooks. Donc ici on rajoute use, le lazy je vous en parle ensuite. Ensuite on a le nom de chaque endpoint, et puis suivi de query. Le lazy permet tout simplement de ne pas lancer la requête à l'initialisation du hook. C'est-à-dire on est dans un composant, on dit moi je vais avoir besoin de fetch un user mais seulement sur un bouton, autant choisir le lazy, parce que si on ne prend pas, il va être déclenché directement.
Le override existing, c'est assez transparent. Tout simplement, si fetch one existe autre part, ça va override ou pas. Et ensuite, un fetch one. Donc, en fait, tout simplement, un endpoint, ça ressemble à ça. On a le build en paramètres. Ça, c'est RTK qui nous le donne, donc juste avant. C'est ce paramètre-là qu'on va redonner ici. Et puis, pour faire une query, build.query, on query 2 points, une fonction fléchée. S'il y a des paramètres, on les met juste ici. Et puis là, ça s'attend à un string, donc à un endpoint. Donc si on le voit en action, c'est juste ici, les 4 premières lignes. Donc on a le use lazy fetch one query. Premier élément à la sortie, c'est le fetch one. On peut l'appeler comme on veut. En tout cas, c'est pour exécuter la query. Et ensuite, on a le cycle de vie juste en dessous, donc avec le isSuccess, isLoading, les data, potentiellement des erreurs. Et ensuite, tout ça, c'est possible parce qu'on a configuré Redux correctement. Ça peut être, même si c'est plus simple, on a préféré quand même le faire pour les développeurs. Donc ici, on a la combinaison de tous les réduceurs. On a ici une petite config pour pouvoir persister sur le téléphone certains slices, donc portions du store, par exemple le thème. Et puis ici, on a la configuration alors qui a l'air assez épaisse comme ça, mais c'est surtout pour faire fonctionner le debugger. Et ici, on vient mettre API.middleware, donc tous les middleware que RTK Query va nous générer. Et ensuite, j'ai voulu vous montrer aussi un exemple de store. C'est déjà prévu dans le boilerplate, c'est la gestion du thème avec RTK et plus avec Redux. Donc on peut créer maintenant des slices, c'est-à-dire une portion de store. Il suffit de lui mettre un nom, toujours un initial state, et des réduceurs. Et en fait, à la sortie, ici, on va avoir dans le slice les actions qui vont être automatiquement générées depuis les réduceurs. Pas besoin de dire, ok, j'ai une action, et mon action, la seule chose qu'elle fait, c'est lancer un réduceur. Ça, on l'oublie, on simplifie. Voilà, tout simplement. Donc ici, on a une première fonction qui permet de changer le thème, et ici, de mettre un thème par défaut s'il n'y en a pas dans le téléphone. Et en parlant du thème, donc on y va. On a une bonne gestion du thème basée sur un fichier de variables. C'est assez classique. On a des couleurs, des tailles de fonte, des tailles d'espacement. Et puis depuis ces variables, on a des fichiers comme common, font, gutter, image, layout qui vont pouvoir utiliser ces variables. Par exemple, font, ici, où on va pouvoir se servir en entrée font size et color pour par exemple créer un texte mol qui va utiliser la font size small et puis une couleur de texte. Et gros avantage aussi de ce boilerplate, dans la question de l'évolutivité, on a aussi une gestion du multi-thème. Donc on va imaginer une application où des users ont des comptes premium, et quand on est en premium, on n'a pas la même couleur dans notre application. On a décidé d'éviter que les développeurs aient à tout réécrire à chaque fois pour chaque thème. J'entends par là, si j'ai un thème premium, il faut que je réécrive common, font, gutter, image, layout et variable. On a décidé de faire une archi par couche. Donc chaque thème est défini par son nom et par s'il est en dark mode ou non. Donc le thème par défaut, c'est quoi? C'est tout simplement common, font, gutter, image, layout et variable qui sont à la racine ici. Et le thème défaut mais dark mode, il va venir se situer dans le dossier thème. On a un dossier et le nom est important, défaut underscore dark. Et ici on a décidé que le thème par défaut en dark, on va changer l'image et puis potentiellement une couleur. Si on avait un thème premium, on viendrait ici dans ce même dossier créer un dossier premium et un dossier premium underscore dark. Je vais vous le montrer en action, ça va être beaucoup plus simple. Par exemple, là ici j'ai l'application. Donc le thème qui est tout en bas, c'est le thème qui est appliqué à l'application. Donc par défaut, on est dans cette couleur-là. Si on applique le thème en dark, on a la couche dark qui va descendre. Donc on va avoir les variables du dark mode et l'image du dark mode. C'est-à-dire qu'ici on a changé d'image, on était sur une pieuvre, on n'a plus qu'une tentacule, et on était sur du rouge, on est passé sur du bleu. Maintenant, admettons, on décide de passer sur un utilisateur qui serait premium. Ici, on va faire descendre la couche thème premium sur le thème par défaut. Et donc, on va venir surcharger la variable seulement. Donc, on a l'image qui est du thème par défaut, et on a surchargé seulement notre variable de couleur, et on l'a passé en jaune. Maintenant, plus compliqué, on va passer en thème premium, dark mode. Donc, on va d'abord venir appliquer le dark mode.
ensuite le thème premium et ensuite le thème premium dark mode, ce qui va nous donner ceci. Donc on va avoir les variables du thème dark mode et les images du thème dark. Donc dans l'optique de ne pas avoir à réécrire à chaque fois dans chaque thème, à penser à tout, on a vraiment cette notion de couche. Donc voilà, pour l'architecture, ah non, j'ai pas fini, je suis allé un peu vite. Pour utiliser ce thème, on a utilisé un hook, donc on peut utiliser ça dans n'importe quel composant, et on vient chercher, c'est toujours la même nomenclature, common, font, image, gutter, layout. On peut même venir aller chercher les couleurs, je les ai pas mises ici. Ensuite, le dossier translation, je ne vous ai pas détaillé techniquement, c'est vraiment ce qui est recommandé dans la doc de i18 Next. Et tout ce que je viens de vous dire là, c'est documenté dans une documentation en ligne faite avec Docusaurus, donc avec une très bonne recherche qui est plutôt bien référencée. Elle a eu une petite revue graphique dernièrement, donc vous pouvez aller chercher ça depuis le repo. Vous pouvez tomber sur cette doc et tout est détaillé. Donc là, on l'a compris, on a une belle archi évolutive assez simple, plutôt légère au vu des dépendances. Donc c'est évolutif, oui, mais on a décidé d'aller plus loin. Et je vous en ai parlé quand je vous ai parlé du TypeScript, c'est la gestion de plugins. En fait, ce qui s'est passé, déjà aujourd'hui, pour installer, on lance cette commande, on a un prompt qui nous dit si on veut utiliser du TypeScript ou pas. Si on décide de dire non, c'est le JavaScript, ça me va bien, on redonne la main au CLI de React Native. Il s'occupe de run tout ce qu'il faut pour démarrer le projet. Par contre, si l'utilisateur choisit le TypeScript, on avait un script en interne, donc qui était déjà dans le boilerplate, et qui venait, si je dois faire simple, prendre des fichiers, un peu comme le thème, c'est-à-dire s'il a le même nom, on le remplace, et puis ensuite on reparcourt tout le monde et on dit « Ah, j'ai un JS, je le transforme en TS », j'ai un JSX, bon ça n'existe pas, mais j'ai un JS mais qui est dans le dossier component, je le passe en TSX. Voilà, globalement c'est ça qu'il faisait. Sauf que la communauté elle est quand même là, hein, je le rappelle, et elle fait des issues, elle dit moi je veux offusquer le code, moi je veux tout un flow d'authentification. Ça, nous on est trop contents d'avoir ce genre de remarques, ça nous donne très envie, sauf que ça fait beaucoup de code à gérer après derrière. Donc la volonté de faire simple, léger, c'est un peu raté. On a du code qui n'est pas à nous et qui est à maintenir. Donc on a décidé de rajouter une petite brique juste avant de redonner la main au CLI de React Native. C'est de demander tout simplement si on veut utiliser un plugin custom. Et donc chaque développeur pourrait dire moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un flow d'authentification. TCM me permet de créer un plugin que je peux héberger sur NPM qui fait le script qui va bien, qui dépose les fichiers sur le boilerplate pendant mon installation, et puis j'ai mon flow d'authentification que je me sers tous les jours pour démarrer mon app. Et puis à Yettre, on s'est dit, le script qui est chez nous, on va faire pareil, comme ça on va se mettre à la place des développeurs qui auront envie de faire des plugins, et on va être les bêta-testeurs de ça. Et en parlant de bêta-testeurs, justement, le TypeScript aujourd'hui, il est sur NPM, et il utilise une librairie qu'on a faite, qui est faite en TypeScript. Donc on a plusieurs outils à disposition. Déjà, il y a un cycle, ça donne un cycle de vie. Donc on a une fonction onInstall, un afterInstall. Par exemple, sur un afterInstall, on pourrait dire, si je veux faire un plugin TypeScript, tiens, je vais ajouter le type pour React Navigation, le type pour Redux. Ensuite, on a des petites fonctions qui permettent d'aider le développeur, parce que c'est assez chiant le file stream. Donc on a une première fonction qui permet de boucler sur tous les fichiers du plugin, et une fonction qui permet de boucler sur tous les fichiers du boilerplate. Et puis en sortie, on a plusieurs callbacks. On a j'ai trouvé un répertoire, j'ai trouvé un fichier, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc voilà, tout ça, ça simplifie la création de plugins. Et ensuite, on a un deuxième outil beaucoup moins impressionnant. C'est juste un template repository sur GitHub. Donc si on arrive sur ce paquet-là, qui est, vous voyez, encore en privé, ça c'est en cours de dev, et vous avez un bouton ici qui s'appelle Use this template, et si le développeur appuie sur ce bouton, il aura l'archi prête pour faire un plugin, à savoir qu'il y aura toutes les GitHub Actions pour pouvoir héberger hyper simplement sur NPM. Il y aura bien sûr l'API que je vous ai présenté juste avant pour créer des plugins facilement. Et voilà. Donc nous voilà plutôt bien armés, encore une caisse à outils à ajouter à notre petit boilerplate.
Si je dois résumer, ce boilerplate, il est facile à installer, il est prêt à débugger, donc l'expérience développeur, normalement, elle est bonne. On est prêt pour l'internationalisation. Du data fetching simple, robuste, et j'ai envie de rajouter moderne, parce que c'est quand même des librairies aujourd'hui où on ne peut plus se passer. Il y a un bon support TypeScript, avec une très bonne autocomplétion sur le thème notamment, qui a été mis à jour il y a 2-3 semaines. Et on a un système de plugins simple qui va arriver. Là, on a fait une PR qui a été acceptée, mergée maintenant sur le React Native CLI, parce qu'on ne pouvait pas très bien utiliser les prompts. Et donc on a eu la chance de pouvoir faire une PR et d'avoir notre code qui est accepté sur ce paquet. J'espère vous avoir donné envie d'utiliser ce boilerplate. Je vous ai mis un QR code, normalement tout le monde maintenant a de quoi faire. Ça vous amène directement sur le projet. Et puis si ça vous plaît, essayez-le et on est ravis de recevoir des issues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais ça nous aide aussi à avancer. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Ça vous demande combien de temps The Coding Machine, la maintenance de ce projet? Tu arriverais à le chiffrer ou pas? Non. je peux pas le chiffrer, j'en fais beaucoup le midi. Okay. Ça demande du temps, très clairement. Mais après, c'est hyper satisfaisant parce que c'est vrai qu'au début, quand on a commencé, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on avait fait un premier meet-up et on se disait oulala, quand on atteindra les 1000 stars, ce sera formidable. Aujourd'hui, on est à 3000. Et c'était il y a 2 ans. Ouais. Donc la communauté, elle est là, elle pousse, elle donne des choses. J'ai émergé 2 PR ce midi déjà. C'est des petits trucs, mais ça motive en fait. Donc chiffrable, non, mais ça demande du temps, oui. Après, ça nous fait aussi gagner du temps sur un démarrage de projet, évidemment. Parce qu'on a l'entière connaissance de cette archi. Donc au départ, quand on l'a lancé, effectivement, il y avait Ignite. Mais Ignite, il avait 1 milliard de trucs, on s'y perdait un petit peu. On a démarré notre petit truc avec un truc très simple. Aujourd'hui, on la maîtrise à 100%, voire on sait ce qui va arriver derrière, quoi. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près à ta question. Ouais. S'il y a d'autres questions? Oui. Qu'est-ce que vous avez dans la roadmap Alors, est-ce que vous avez des librairies, des choses que vous avez améliorées? Ouais, il y a plein de choses à améliorer, il y a toujours à améliorer. La roadmap, moi j'aimerais passer sur la nouvelle archi de React Native. Je m'y suis un peu confronté, je me suis un peu bien mangé un mur. C'est pas facile, justement parce que ma PR a été acceptée, certes, mais il faut que je monte en version pour pouvoir utiliser ça. Et donc je suis obligé de passer sur la nouvelle archi. Pouvoir bénéficier de ça, sortir la création de plugins vite, parce que la communauté en a vraiment besoin. Donc prochaine étape, c'est monter en version, sortir pas en bêta la création de plugins, et ensuite moi je me suis mis que très récemment au TypeScript, et justement il y a 2 semaines j'ai fait un gros refacto et j'ai fait de l'autocomplétion à 100% sur le thème. C'est-à-dire que le thème, il est donc là je vous ai montré les fontes, mais par exemple j'ai les espacements qui sont automatiquement générés. C'est-à-dire que c'est une fonction qui vient générer plein de classes. Et ça s'auto-complétait pas avant. Donc il y a bien l'IDE qui nous aide, hein. Mais là j'ai une autocomplétion du point A au point B en profondeur. Et j'ai envie d'augmenter un peu ça, de simplifier beaucoup le typage. Parce qu'au début on se dit il faut typer à fond. Et en fait moins tu fais jouer l'inférence et finalement moins tu types correctement. Donc ça j'aimerais refaire une passe. Et après sur le repo, alors je sais pas si c'est accessible mais je pense que oui, on a fait la roadmap. Il y a une roadmap, elle est à jour, donc tu peux voir ce qui a été fait cette année déjà et ce qui est prévu de faire. Donc je connais plus le nom de l'onglet, mais je crois que c'est Project et tu peux aller voir la roadmap là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Tu parlais des évolutions de React qui ont fait que vous avez fait plusieurs versions de ce boilerplate aussi, notamment l'arrivée des hooks. En même temps, il y a eu l'arrivée de contexte aussi, qui est un truc qui n'est pas mentionné ici. Est-ce qu'il y a une raison Alors, le contexte, il est utilisé. Hein. Redux, c'est un provider. Donc, c'est basé sur l'archi des contextes. Le but, c'est justement pas de trop surcharger. C'est l'erreur qu'on avait fait en V2 au niveau des navigateurs. C'est qu'on avait mis des trucs hyper complexes qui cachaient un truc.
finalement, on a viré ça en fait. On ne veut pas imposer de trucs. Bien sûr qu'on conseille à tous les développeurs d'utiliser les pratiques que React conseille. Donc oui, le contexte. Après, on a Redux qui est là aussi, qui est devenu très facile. Alors ça a été un choix. Hein. Redux, c'est pas mieux qu'un contexte ou inversement. C'est un choix qu'on a fait au début. C'est maintenant une techno qu'on maîtrise, qui est beaucoup plus simple. On l'a connu difficile, donc la connaître simple, c'est un jeu d'enfant. Mais oui, il y en a, notamment. Alors le thème, je l'ai pas fait en provider, mais j'aurais pu, effectivement. Mais oui, je conseille d'utiliser les contextes, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a deux. Vas-y. Du coup, tu parlais de montée de version adaptative avec la nouvelle architecture. Ouais. La nouvelle architecture est obligatoire sur la montée de version. Alors, de ce que j'ai compris, alors je crois que la 0.69 est sortie. Je suis pas très sûr si elle est en RC ou pas. Mais en tout cas, la 0.68, il y a les deux archis à l'intérieur. C'est pour ça que c'est un peu chiant. Il y a les deux archis, donc dans iOS et Android, il y a deux dossiers maintenant. Donc je me tâte encore à repartir fresh install, histoire de pas avoir... c'est ça aussi, d'avoir aussi une communauté derrière, c'est que si on se tape plein d'issues, c'est assez frustrant. Donc on aime bien repartir d'une installation complètement fraîche. Et c'est aussi ça l'intérêt de faire un boilerplate qui est léger, c'est de pouvoir suivre au maximum, même si ça reste compliqué, les montées de version. Donc oui, on peut garder les deux architectures sur la 0.68, je suis pas sûr sur la 0.69. Oui, tu veux une autre question? Est-ce que tu arrives à savoir aussi combien il y a de plugins de la communauté? Alors pour l'instant, il n'y en a pas. Okay. Pour l'instant, il n'y a que le TypeScript. Donc, qui est hébergé par nous, il sera maintenu par nous, parce que c'est un choix qu'on a fait. Par contre, on a beaucoup d'issues, donc on a quelqu'un qui veut faire un flow d'authentification, il y a quelqu'un qui veut faire toute la config pour offusquer le code, et en tête j'ai que ceux-là, c'est les deux derniers, mais déjà ça en fait deux. Ensuite sur NPM j'étais allé un peu voir ce qui se passait. On a beaucoup de clones de gens qui se sont servis du coup de nos GitHub Actions pour pouvoir héberger leur repo, donc leur version de notre boilerplate. Donc je pense que c'est des personnes que je pourrais contacter et dire voilà, qu'est-ce que tu cherchais à avoir, je te propose d'utiliser ça. Bien sûr tout sera documenté sur cette gestion des plugins. Sur la documentation, ce qu'on compte faire, mis à part documenter l'outil, on compte mettre un showcase. Donc mettre en avant les créateurs qui auraient fait un plugin, pourquoi pas rediriger vers leur documentation à eux. On va essayer de mettre en avant la communauté parce qu'aujourd'hui, si on est encore motivé à monter en version, bien sûr c'est pour nous, mais on le fait aussi pour la commune. Et j'ai pas trop compris par contre là pour les plugins, c'est en bêta ou alors, c'est utilisable. C'est utilisable. Moi ce que j'aimerais c'est blinder la gestion des erreurs. Parce qu'on a 15 versions de Node différents là, dans la pièce, je pense qu'on n'a pas tous la même version. Donc des fois j'ai des personnes qui me disent je suis sur Windows, Node 14. Quelque chose, et ça fait ça. Moi j'ai un Mac, donc déjà c'est déjà compliqué. Donc j'essaie de me mettre sur les versions, j'ai pas les mêmes choses, des fois c'est assez compliqué. On parlait de roadmap tout à l'heure, il y a un gros refacto de la CI/CD qui va être mis en place, enfin surtout CI. Qui va en fait, ce que je compte essayer de faire, c'est tout simplement à chaque release créer un tag de version et venir tester avec le CLI de React Native sur plusieurs versions de Node, voir si j'ai une erreur qui sort ou pas. Et auquel cas pouvoir prévoir directement l'issue, la solution sur GitHub. Comme ça la personne arrive, elle voit qu'il y a l'issue, elle sait quoi faire. Dans ton boilerplate, tu n'as pas parlé de tests ou d'infrastructure par rapport à ça? Alors on a les tests, on a un test snapshot sur le seul composant qu'il y a. On n'a pas fait de test sur l'écran par exemple d'Example. On pourrait, et c'est une bonne remarque, donc je prends note. Mais on a un seul test de snapshot, mais tout est préconfiguré pour que les tests passent. Notamment la navigation, enfin il faut un peu paramétrer geste pour qu'il fonctionne bien quand même. Mais tout ça c'est pris en compte. Et les tests sont lancés sur la CI évidemment.
D'autres questions? Bon, bah, je vous remercie. Merci.